On est à Rio de Janeiro, au Brésil, le 16 juillet 1950. Plus précisément, on est au sein d'un stade flambant neuf, le stade le plus mythique du Brésil, le Maracanã. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Et dans quelques heures, ce stade sera rempli à ras-bord de supporters brésiliens. Dans quelques heures, l'histoire s'apprête à s'écrire. L'histoire du ballon rond, l'histoire de la Coupe du Monde, l'histoire du plus grand traumatisme du football brésilien. Un peu de contexte. La dernière Coupe du Monde remonte à 12 ans en arrière, en 1938, et elle s'est déroulée chez nous, en France. Elle a vu l'Italie s'imposer. Entre-temps, il y a évidemment eu la Seconde Guerre mondiale, qui a stoppé toute compétition sportive. Le 26 juillet 1946, 2 nations sont désignées pour organiser les 2 prochaines Coupes du Monde. Le Brésil en 1950 et la Suisse en 1954. C'est la première qui nous intéresse aujourd'hui. Pour l'occasion, le Brésil décide de construire un stade gigantesque, un édifice monstrueux pouvant accueillir à l'époque plus de 200 000 spectateurs. C'est le stade du peuple, tout le monde y a sa place. Il y a évidemment des tribunes assises, mais également des places debout, beaucoup moins chères, pour que les plus défavorisés du pays puissent assister au match. L'idée, c'est de rassembler tout un peuple autour d'une même passion, le football. Cet écrin est inauguré le 16 juin 1950 et porte le nom du quartier dans lequel il a été construit, le Maracanã. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je dois vous parler du format de cette Coupe du Monde 1950, qui est unique. C'est la seule Coupe du Monde de l'histoire qui n'a pas de finale. Ça veut dire qu'un pays deviendra donc champion du monde de football sans gagner de finale de Coupe du Monde de football. C'est fou, mais je vais vous expliquer comment c'est possible. On commence avec du classique pour le premier tour. 4 poules de 4 équipes, ce qui fait, si vous êtes chaud en maths, 16 équipes au total. Alors oui, mais non, pas exactement. Les poules 1 et 2 sont bien composées de 4 équipes. Brésil, Suisse, Yougoslavie et Mexique pour la poule 1. Espagne, Chili, Angleterre et États-Unis pour la poule 2. Pour ce qui est de la poule 3, la Suède, le Paraguay et l'Italie, double championne du monde en titre, sont bien présents. Mais l'Inde, tirée au sort dans ce groupe, n'est pas de la partie. Pour plusieurs raisons, dont une vraiment insolite. En fait, les joueurs indiens avaient tout simplement l'habitude de jouer pieds nus. Oui, c'était le cas par exemple pendant les JO de Londres en 1948. Mais la FIFA leur a refusé ce droit. L'équipe indienne a donc déclaré forfait et ne participe pas à cette Coupe du Monde. Alors évidemment, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte dans cette décision, mais l'info était tellement folle qu'il fallait que je vous la partage. Pour la dernière poule, c'est pas une, mais 2 équipes qui déclarent forfait. L'Écosse et la Turquie. Laissant l'Uruguay, champion du monde lors de la première édition sur leur terre en 1930, et la Bolivie, dans une poule 4 composée seulement de 2 équipes. 2 équipes d'Amérique du Sud qui plus est. Pour la petite histoire, l'équipe de France devait remplacer l'Écosse et faire partie de cette poule 4. Mais elle a elle aussi déclaré forfait. Et oui, voyager au Brésil en 1950, ça coûte cher, et toutes les équipes ne peuvent pas se le permettre. Surtout dans cette période d'après-guerre où de nombreux pays sont encore en reconstruction. À la fin du premier tour, les 4 équipes vainqueurs de leur groupe se retrouveront dans une poule finale, où elles se rencontreront chacune une fois. Le vainqueur de cette poule finale sera déclaré champion du monde. Alors pourquoi ce format ? Déjà, le Brésil veut vendre le plus de billets possible, et donc ils veulent être sûrs que leur équipe joue le plus de matchs possible. Ce qu'elle n'aurait pas pu faire en étant éliminée en 8ème de finale par exemple. Bon, il faut quand même finir premier de la poule 1, ce qui n'est pas fait. Et la deuxième raison, c'est évidemment les nombreux forfaits qui réduisent le nombre d'équipes participantes. Ah, et le barème de points était aussi différent à cette époque. Une victoire apporte 2 points contre 3 aujourd'hui. Pour ce qui est des matchs nuls et des défaites, ça ne bouge pas, 1 et 0 points. Je suis d'accord avec vous, ce format, c'est un peu le bordel et ça fait moins rêver qu'une phase finale avec des matchs à élimination directe. Mais ne vous inquiétez pas, quand on parle de football, le destin fait bien les choses et le spectacle est toujours au rendez-vous. C'est donc parti pour cette Coupe du Monde 1950. Les meilleures équipes vont s'affronter pendant plusieurs semaines pour savoir qui va régner sur le football mondial pendant 4 ans. Les favoris du tournoi sont évidemment les Brésiliens à domicile, même s'il y a de sérieux candidats dont l'Italie, double championne du monde en titre, l'Uruguay, championne du monde en 1930, et les Anglais, qui ont faim de victoire pour leur première participation. Eux qui avaient boudé la compétition jusque-là, se disant trop forts pour le niveau de la Coupe du Monde. Le match d'ouverture Brésil-Mexique a lieu le 24 juin 1950 au Maracanã, devant 81 000 spectateurs. Le Brésil marque le premier but de ce mondial à la 30e minute par l'intermédiaire d'Ademir, l'attaquant star de l'équipe.
Le match reste équilibré jusqu'à la 64e minute, mais le Mexique craque et le Brésil marque 3 fois en 14 minutes pour finalement l'emporter facilement 4-0 avec un doublé d'Ademir et des buts de Jair et Baltazar. Le Brésil empoche les 2 premiers points de la compétition. On va rester sur le Brésil pour voir comment se passe cette phase de poule. Après leur victoire en match d'ouverture, ils rencontrent les Suisses le 28 juin à Sao Paulo dans le stade Pacaembu. C'est le seul match des Brésiliens qui ne se joue pas au Maracanã. Est-ce que ça peut les faire douter ? Pas vraiment. Ils ouvrent le score dès la 3e minute, par une grosse frappe d'Alfredo suite à un cafouillage dans la surface. Mais les Suisses réagissent à la 17e minute par Fatton et égalisent, 1-1. À la 32e minute, Baltazar, déjà buteur lors du premier match, place une tête magnifique qui lobe le gardien. Regardez-moi ça, c'est une merveille. Les Brésiliens pensaient avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur Fatton, qui voulait vraiment gâcher la fête, et qui marqua à nouveau d'une belle frappe à la 88e minute. 2-2. Très bon résultat pour les Suisses, qui célèbrent Fatton, leur héros du jour. Après 2 matchs, le Brésil ne compte que 3 points, une victoire en nul. Et c'est la Yougoslavie qui est première de la poule 1, avec ses 2 victoires en 2 matchs, et donc 4 points. 1er juillet 1950, stade Maracanã. Les Brésiliens sont dans l'obligation de l'emporter face à la Yougoslavie, s'ils veulent être premiers de leur poule et se qualifier pour la poule finale. Défaite ou match nul, et c'est la sortie par la très petite porte pour la Seleção. Dès la 3e minute, Ademir soulage tout un peuple en ouvrant le score. Le stade explose. Zizinho pensait doubler la mise à la 49e minute, mais son but est refusé pour hors-jeu. Ce n'est que partie remise, le Brésil domine. C'est ce même Zizinho qui libérera les supporters à la 69e en marquant le 2e but d'une frappe croisée à ras de terre. Brésil 2, Yougoslavie 0. Les Brésiliens l'ont fait, non sans mal, mais avec la manière. Ils finissent premiers de leur groupe et se qualifient pour la poule finale. Dans la poule 2, l'Angleterre est passée à côté de son premier mondial, puisqu'après une belle victoire 2-0 face au Chili, elle s'incline 1-0 contre la modeste équipe des États-Unis. Une défaite surprise. Tellement surprise que de nombreux Anglais crurent à une erreur d'impression quand ils lirent le résultat dans les journaux britanniques. L'Angleterre perd à nouveau lors de la 3e journée 1-0 contre l'Espagne et quitte la Coupe du Monde par la petite porte. L'Espagne, elle, termine première de son groupe, 3 matchs, 3 victoires, un seul but encaissé. Impressionnant. Elle rejoint donc le Brésil en poule finale. La poule 3, qui je le rappelle ne compte que 3 équipes, débute par un choc Suède-Italie. Bon, un peu plus tôt, je vous ai parlé de l'Italie comme l'un des favoris de ce mondial. Logique, étant donné que la Squadra Azzurra est double championne du monde en titre. Malheureusement, un peu plus d'1 an avant le début de ce mondial, soit le 4 mai 1949, est survenu ce qui sera par la suite nommé le drame de Superga. Un vol, transportant l'équipe de football du Torino FC, s'écrase sur la colline de Superga, dans les environs de Turin, provoquant la mort des 31 passagers et membres d'équipage, dont 8 internationaux italiens. L'équipe italienne, en plus du traumatisme encore frais, était donc fortement diminuée. Malgré tout, ils ouvrent le score dans ce premier match face à la Suède à la 7e minute. Mais c'est bien les Suédois qui dominent et marquent 3 buts consécutifs. Le match se termine sur le score de 3-2 pour les Suédois. Pour son 2e match, la Suède rencontre le Paraguay. Les Suédois prennent rapidement l'avantage et doublent même la mise à la 25e minute. Mais le Paraguay n'abdique pas et réduit le score dès la 34e minute avant d'égaliser en toute fin de match, 2-2. C'est donc lors du 3e et dernier match de cette poule 3 que va se jouer la place en poule finale. Si le Paraguay bat l'Italie par 2 buts d'écart, ils passeront devant la Suède. Mais les Italiens étaient déterminés et voulaient sauver l'honneur. En mémoire de leurs amis disparus, ils termineront leur mondial en battant le Paraguay 2-0. C'est donc la Suède qui rejoint l'Espagne et le Brésil en poule finale. Bon, pour la poule 4, ça va aller vite. 2 équipes, un seul match, plus de chances de se qualifier, mais pression maximale, car tout se joue sur un match. Uruguay-Bolivie. Je ne vais absolument pas jouer au faux suspense. L'Uruguay écrase la Bolivie 8-0 et file en poule finale après avoir joué seulement 90 minutes dans cette Coupe du Monde. Brésil, Espagne, Suède, Uruguay, une de ces 4 équipes sera bientôt championne du monde. Honneur aux hôtes, on va d'abord se focaliser sur le parcours du Brésil dans cette poule finale.
Leur premier match se dispute au Maracana, bien sûr, le 9 juillet face aux Suédois, vainqueurs de la poule 3. Devant quasiment 140 000 spectateurs, le Brésil inflige une leçon aux Suédois, sur un score qui va vous être familier. 7-1. Oui, le même score qui traumatisera les Brésiliens 64 ans plus tard. Mais c'est une autre histoire. Les Brésiliens ont transpercé la défense suédoise avec un jeu rapide en contre, en lançant en profondeur Chico, auteur d'un doublé, et surtout Ademir, qui réalise un quadruplé monstrueux, déjà 7 buts en 4 rencontres pour lui dans cette Coupe du Monde. Ils envoient un message fort et se placent de plus en plus comme les grands favoris pour le titre. Pour leur deuxième match, ils affrontent l'Espagne, 4 jours plus tard, qui, je le rappelle, a encaissé un seul but lors du premier tour. Même stade, même public, même énergie qui transcende les joueurs, et même tarif. On assiste à un nouveau récital offensif de la Seleção, 6-1. Un nouveau doublé pour Ademir, qui devient au passage le meilleur buteur sur une édition de Coupe du Monde, avec 9 buts. Le Brésil impressionne. Ils sont chez eux et ils le montrent. Ils dominent. Leur Maracana, leur antre, est imprenable. Après 2 journées, ils sont premiers de la poule finale avec 4 points, et à un seul match d'être champion du monde. On se demande alors qui va bien pouvoir les arrêter. Il y a une équipe dont on a peu parlé dans cette vidéo. Normal, elle n'a encore joué qu'un match, c'est l'Uruguay. Champion du monde sans perdre un match pour la première édition en 1930, ils ne se sont pas déplacés pour les Coupes du Monde 1934 et 1938, en Italie puis en France. Cette année, ils sont sortis de leur poule sans aucune difficulté. Rappelez-vous, Bolivie, 8-0, tout ça. Si vous avez suivi, ça veut tout simplement dire qu'avant leur premier match de phase finale, l'Uruguay est invaincu en Coupe du Monde. Ce sera l'Espagne pour ce premier match, et ce sera pas simple vu leur parcours en poule. Le 9 juillet, à Sao Paulo, le match débute et chaque ballon est contesté. Les Espagnols sont les premiers à créer du danger, mais très vite, les Uruguayens réagissent et se créent les meilleures occasions. Le gardien espagnol Ramallets fait des arrêts miraculeux, mais ne fait que retarder l'ouverture du score uruguayen. À la 27e minute, Alcides Guilla, retenez ce nom, marque le premier but en trompant le gardien d'une frappe à ras de terre angle fermé. Vous savez quoi, retenez ce but aussi. Les Espagnols ne paniquent pas et égalisent 12 minutes plus tard à la 39e par Bassora de la tête. 2 minutes plus tard, c'est encore Bassora qui marque le deuxième but espagnol. Un revirement de situation incroyablement rapide. À la mi-temps, c'est l'Espagne qui mène 2-1. En deuxième période, l'Uruguay se bat et se voit récompensé à la 72e minute par un but du capitaine Varela. Les deux équipes se quittent sur un match nul 2-2. Voilà donc le classement de la poule finale à la fin de la première journée. L'Espagne ayant perdu 6-1 face au Brésil lors de la deuxième journée, le match Uruguay-Suède est capital pour la suite. S'il y a match nul, le Brésil est champion du monde. Sinon, la décision se fera lors de la troisième et dernière journée. Ce match se déroule encore à Sao Paulo. L'Uruguay a déjà joué dans ce stade lors de la première journée. Il devrait mieux rentrer dans le match. Non. Palmer ouvre le score pour la Suède dès la 4e minute. L'Uruguay prend un coup sur la tête, mais ils ont de la ressource. À la 39e minute, Alcides Guilla, retenez vraiment ce nom, marque un golasso, une frappe lourde de l'extérieur de la surface qui se loge sous la barre. Magnifique. 1 partout. Quasiment sur l'engagement, la Suède reprend l'avantage par Sundqvist et rentre au vestiaire en menant 2-1. Au retour des vestiaires, les Uruguayens cherchent par tous les moyens à égaliser. Ils attaquent sans cesse, mais la défense des Suédois est solide. À la 77e minute, Miguez trouve enfin le chemin des filets et le momentum bascule totalement en faveur de la Céleste. La Suède, qui pensait tenir sa victoire, est KO et Miguez réitère à la 84e minute, marque un doublé crucial et donne la victoire aux Uruguayens. Énorme. À la fin de la deuxième journée, l'Uruguay a miraculeusement réussi à rester au contact du Brésil, à 1 point seulement. L'Espagne et la Suède, avec respectivement 1 et 0 points, sont éliminés de la course au titre. La Suède battra l'Espagne 3-1 lors de la troisième journée pour prendre la 3e place de ce mondial. L'Uruguay, à l'inverse du Brésil, a dû s'employer pour rester en vie dans cette poule finale. Mais leur abnégation légendaire leur a permis d'y parvenir. Comme je vous l'expliquais plus tôt, cette Coupe du Monde n'a pas de finale à proprement parler. Pourtant, le dernier match de la compétition opposera le Brésil et l'Uruguay, respectivement premier et deuxième de la poule finale, séparés par un seul petit point.
Scénario incroyable. Ce match a donc tout d'une finale. À un seul petit détail près, si ce match se termine sur un score nul, le Brésil sera sacré champion du monde. Nous revoilà. Rio de Janeiro, 16 juillet 1950, 15h. Le stade Maracanã est au bord de l'implosion. 200 000 spectateurs brésiliens sont agglutinés pour voir leur équipe, leur Seleção, triompher. Côté uruguayen, leurs supporters sont au nombre de 40, selon les joueurs. Va falloir chanter fort, les gars. La confiance côté brésilien est à son paroxysme. Ils viennent d'anéantir la Suède et l'Espagne, 13-2 sur les 2 matchs, sont sûrs de leur force et de battre la Céleste, qui a eu plus de difficultés pendant cette poule finale. Mais l'Uruguay ne craint pas le gros brésilien. Pourquoi ? Déjà, 2 mois avant cette Coupe du Monde, les 2 nations se sont affrontées à 3 reprises, dans le cadre de la Copa Rio Branco. L'Uruguay l'a emporté une fois, 4-3, et le Brésil 2, 2-1 et 1-0. Mais tous les matchs étaient extrêmement serrés. De plus, l'Uruguay, contrairement aux Espagnols et aux Suédois, est habitué aux ambiances de grands stades sud-américains. C'est donc avec tout à gagner et rien à perdre que les Uruguayens se présentent en terrain très hostile pour ce match. Mais clairement, ils sont en détente. Tellement qu'ils arrivent en avance, ils posent des matelas par terre, dans les vestiaires, et ils tapent leur meilleure sieste juste avant le match. Tranquille. Autre ambiance côté brésilien. Et oui, le poids de tout un peuple commence à se faire sentir. D'ailleurs, juste avant le coup d'envoi, le maire de Rio, en pleine période de campagne, prend la parole et s'adresse à la Seleção. J'ai accompli ma promesse en vous offrant le Maracanã. Maintenant, faites votre devoir en offrant au Brésil la Coupe du Monde. Bon bah là, niveau pression, on est pas mal. C'est parti. Le coup de sifflet retentit dans l'immense stade et la tension est à son comble. Le stade chante, gronde, tremble. Le Brésil est en blanc, l'Uruguay en bleu. Le Brésil engage les hostilités avec un tir d'Ademir, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, à la 3e minute. L'Uruguay contre-attaque immédiatement avec un tir de Pérez, qui est difficilement arrêté par Barbosa à la 10e minute. Les 20 minutes suivantes sont à l'avantage des Brésiliens. Les locaux dominent le match. Les Brésiliens se créent leur dernière grosse occasion de la première mi-temps, avec une frappe d'Ademir qui finit au-dessus de la transversale à la 41e. À la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Seulement 3 minutes après le début de la seconde période, Friaça, l'ailier droit brésilien, est lancé en profondeur par Ademir et marque d'une frappe croisée à ras de terre le premier but du match. 1-0 pour le Brésil. Le stade se soulève comme un seul homme. Le bruit est assourdissant. Côté uruguayen, on a remarqué que le juge de touche a levé son drapeau. Varela, le capitaine de la Céleste, va logiquement parlementer avec l'arbitre en réclamant un hors-jeu. Mais en vain. Pour l'arbitre central, ce but est validé. Le Brésil est lancé. Qu'est-ce qui va bien pouvoir les arrêter ? Ou plutôt, qui ? Alcides Guidja. Je vous ai dit qu'il fallait retenir son nom. À la 66e minute, l'ailier droit déborde et dépose son défenseur pour centrer en retrait vers Chiafino, qui surgit dans la surface et qui place une grosse frappe au premier poteau. Le gardien ne peut rien faire. 1 partout. Les Uruguayens n'ont pas douté une seule seconde après l'ouverture du score des Brésiliens. Et ils sont récompensés par cette égalisation. Après ce but, le stade se tend. Il n'est pas totalement silencieux, mais il a clairement baissé en intensité et en ferveur. Les joueurs brésiliens le ressentent et semblent eux aussi avoir pris un coup sur la tête. L'Uruguay est de retour et le momentum a clairement changé de camp. 79e minute. Guidja, encore lui, utilise sa vitesse pour échapper à Bigode, latéral gauche brésilien. Il lève la tête et sur sa gauche, Juvenal, le défenseur central, fonce sur lui. Mais il a juste le temps de tirer et d'ajuster le gardien Barbosa. Une frappe premier poteau dans un angle très fermé qui passe sous le gardien, qui avait anticipé le centre et a tardé à réagir. Est-ce que ce but vous dit quelque chose ? Possible. C'est quasiment le même que Guidja a marqué contre l'Espagne, lors du premier match de la poule finale. Les Uruguayens exultent pendant que la stupeur paralyse le public brésilien. Ils ne croient pas ce qu'ils sont en train de voir. Le Maracanã, qui a été un atout considérable pour la Seleção tout au long du tournoi, est subitement en train de devenir un poids. Le poids du silence, difficile à porter. Les Brésiliens se battent pour recoller au score, mais le 12e homme, lui, ne répond plus, paralysé par l'enjeu. En dépit d'une frappe de Chico à la 87e minute et d'un ultime corner à la 89e minute, le coup de sifflet final retentit et l'Uruguay remporte sa 2e Coupe du Monde en autant de participations.
Le contraste entre la célébration des joueurs de la Céleste et le stade est saisissant. Même les joueurs uruguayens sont tiraillés entre leur joie et les scènes déchirantes auxquelles ils assistent dans les tribunes. Le choc est tel que la cérémonie de remise de la coupe est annulée. Jules Rimet, avocat français et président de la FIFA de l'époque, avait prévu un discours en portugais. Il remet donc le trophée à Varela, capitaine uruguayen, discrètement au bord du terrain. Guidia, le héros du jour, est élu homme du match et fera bien des années plus tard cette déclaration mythique. Le Maracana a été réduit au silence par 3 personnes, le pape, Frank Sinatra et moi. Aura très puissante le monsieur. Cette défaite, baptisée Maracanazo, choc du Maracana, a eu énormément de conséquences pour le Brésil. Déjà, le sentiment d'infériorité qui habitait les Brésiliens par rapport aux Européens s'est accentué après cette défaite. S'ils ne parviennent pas à battre leurs voisins d'Amérique du Sud, comment rivaliser avec les puissances européennes ? Traumatisée, l'équipe du Brésil ne dispute aucun match pendant 2 ans et ne refoule la pelouse du Maracana qu'en 1954. Elle qui jouait jusque-là en blanc, décide de changer ses couleurs pour le jaune et bleu, que l'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, la tenue blanche a été ressortie en 2019 pour la Copa América. Et ça a fait polémique, c'est dire si ce souvenir est traumatisant. Enfin, les joueurs brésiliens, acteurs de cette catastrophe, ont été directement impactés. Pour certains, comme les idoles de Pelé, Zizinho et Ademir, leur héritage a été entaché. Et aujourd'hui, plus grand monde ne se souvient d'eux alors que c'était de véritables phénomènes à l'époque. Bigodet, qui sur le but de Guidia s'est fait facilement effacer, a été critiqué, n'a plus été sélectionné en équipe nationale après 1952 et s'est fait peu à peu oublier. Enfin, celui qui a le plus souffert de cette défaite, c'est Barbosa. Le gardien brésilien est considéré comme le principal artisan de la défaite. Sur le but de Guidia, il est persuadé que ce dernier va centrer et quitte sa ligne de but. Finalement, Guidia frappe et trompe Barbosa. Toute sa vie, il va subir les conséquences de ce drame national. Jusqu'en 1994, où le président de la Confédération brésilienne, Ricardo Teixeira, refuse qu'il commente un match à cause de cette finale perdue. Barbosa déclare alors « Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paie depuis plus de 43 ans pour un crime que je n'ai pas commis. » Il faut savoir que cet acharnement a également une dimension raciale. Bigodet et Barbosa étant 2 joueurs afro-brésiliens, ils ont servi de bouc émissaire notamment à cause de leur couleur de peau. Encore aujourd'hui, le souvenir du Maracanazo subsiste au Brésil. Qu'importe ce qu'il s'est passé plus tard, il ne sera jamais effacé. Le Maracanazo, c'est plus qu'une défaite. C'est une cicatrice, mais aussi un point de départ. Parce qu'une équipe, une nation, ne se construit pas seulement dans la gloire, mais aussi dans la douleur. Ce jour-là, le Brésil a tout perdu. Son rêve, sa fierté, son honneur. Mais c'est aussi ce jour-là que le Brésil est né. 8 ans plus tard, la Seleção remporte sa première Coupe du Monde, en Suède. Et à partir de là, elle deviendra la plus grande nation de football de tous les temps. Parce qu'au fond, les plus grandes victoires naissent souvent des plus grandes défaites. Ah, et pour l'anecdote ultime qui perso me donne des frissons, Alcides Kitia, le héros de cette finale, fut le dernier de ceux qui jouèrent ce jour-là à mourir. Il partira le 16 juillet 2015, soit 65 ans jour pour jour, après cette finale et son but, qui le rendirent immortel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était la première de la chaîne, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. D'autres histoires de sport arrivent très bientôt, restez branchés, ciao.